Bienvenue sur les réseaux E-Media Invest, bienvenue sur e-Radio et ITV, bienvenue à vous les téléspectateurs et auditeurs du groupe E-Media Invest. Nous recevons aujourd'hui un invité spécial. Il s'appelle Dominique Plion. Dominique Plion est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, de l'Université d'État de New York, PhD, et agrégé de l'Université française. Il est professeur émérite sciences économiques à l'Université Paris-Nord. Il a dirigé un master, banque, finance, gestion des risques. Il est membre du Centre d'économie de Paris-Nord, rattaché au CNRS. Il a été directeur de l'école doctorale Erasme en sciences humaines et sociales. Il a également été chargé de mission à la Banque de France 1974-1983 et au commissariat général du plan 1983-1991. Il a ensuite été consultant auprès de la commission bancaire 1995-1998. Il a été membre du conseil d'analyse économique rattaché au Premier ministre français de 2001 à 2004. Il est membre du conseil scientifique d'attaque et du réseau des économistes atterrés. Merci, M. Plion, d'avoir accepté notre invitation. Vous parlez beaucoup de la nouvelle économie. Vous parlez du nouveau capitalisme. Oui, tout à fait. C'est quoi le nouveau capitalisme pour vous? Ce que j'appelle le nouveau capitalisme, c'est la phase actuelle du capitalisme. Le capitalisme existe depuis longtemps. Pour certains, il existe depuis le XVe siècle, pour d'autres depuis le XIXe siècle. Et en tout cas, il a des phases successives, des étapes successives. Et donc là, nous sommes dans une phase dans laquelle le capitalisme s'est profondément transformé par rapport à la phase qui avait existé après la guerre. Et la phase actuelle, c'est un capitalisme mondialisé, d'abord, donc ouvert sur les échanges internationaux, la finance internationale. C'est un capitalisme justement où la finance joue un rôle extrêmement important et aussi où les innovations technologiques sont essentielles pour expliquer l'évolution des entreprises, des relations sociales dans nos sociétés. Donc c'est pour décrire la phase actuelle du capitalisme. Mais aujourd'hui, on parle de plus en plus de digitalisation de l'économie, un peu partout à travers le monde. Ça semble être de nouveaux mantras de l'économie mondiale. Oui, est-ce que cette digitalisation a un impact sur les relations humaines, les relations sociales et culturelles? Ah, complètement. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication et actuellement la phase numérisation, économie numérique, digitalisation, comme on l'appelle aussi, bouleverse tous les domaines de la vie sociale et économique. Sociale d'abord pour les relations entre les individus. Regardez par exemple le rôle des réseaux sociaux qui ont bouleversé les relations humaines, personnelles, sociales, économiques. Et puis aussi la digitalisation bouleverse la vie économique et financière. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles entreprises qui sont développées. Aujourd'hui, les entreprises les plus importantes dans le monde et les plus puissantes, les GAFAM, ce sont des entreprises qui sont directement issues de la digitalisation. Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft. Et aujourd'hui, les entreprises chinoises aussi sont en train de se développer. Alibaba, par exemple, dans le e-commerce. Donc vraiment, cette révolution technologique qu'on appelle la digitalisation aujourd'hui a des effets dans tous les domaines. Et par exemple aussi pour la finance. Pour la finance, aujourd'hui, il y a de nouveaux entrants, par exemple pour les monnaies mobiles ou pour les crypto-monnaies qui vont bouleverser la manière dont nous allons avoir nos relations monétaires. On ne paiera plus avec des billets, des pièces, on paiera avec nos téléphones mobiles, par exemple. Et tout ça, on aura des robots qui nous accorderont des crédits et non plus des chargés de clientèle, des personnes. On aura des robots qui nous conseilleront pour nos achats, que ce soit des achats de biens ou des achats d'actifs, de titres financiers. Donc tout ça va bouleverser nos vies et ça pose un redoutable problème, bien sûr, à l'ancienne économie, par exemple aux banques traditionnelles ou aux commerçants traditionnels qui sont obligés de s'adapter. Et aussi, ça pose des redoutables problèmes aux autorités publiques, que ce soit les États, que ce soit les banques centrales, qui doivent s'adapter à ces nouvelles formes de commerce, ces nouvelles formes de fonctionnement de l'économie et de la finance. Mais quelles sont les conséquences de tout cela pour des pays africains, comme par exemple le Sénégal? Bien, je pense que cette numérisation, cette digitalisation va partout dans le monde. Et je pense que, par exemple, ici, dans la région, Orange Mobile, par exemple,
a permis de transformer les relations monétaires. Et grâce au mobile, eh bien, il y a un phénomène d'inclusion au sens où il y a un nombre plus important d'acteurs, pas uniquement les gens les plus riches, pas uniquement les gens qui sont dans le haut de la société, mais tout le monde peut accéder à des formes de monnaie pour pouvoir faire leurs opérations, pouvoir transférer des fonds, etc., qui avant étaient beaucoup plus difficiles et beaucoup plus coûteux. Donc c'est en train de bouleverser la société. Il y a une entreprise qui s'appelle Facebook qui essaye de créer une nouvelle monnaie qui s'appellera, si elle est créée, la décision n'est pas encore prise, le Libra. Eh bien, cette monnaie permettra de faire des transferts importants, internationaux, entre les pays, différents pays de la planète. Mais ce n'est pas une chose qui est forcément... il n'y a pas que des avantages, ou en tout cas, il y a des risques, et il peut y avoir des effets pervers. Par exemple, dans les pays en développement, et dans les pays comme ceux de la zone ici, ça pourrait déstabiliser profondément, notamment le système bancaire. Parce que Facebook pourrait devenir le principal acteur dans le domaine monétaire et des systèmes de paiement avec Orange Mobile. Et donc toutes les banques, dont l'une des fonctions était notamment de faire circuler les moyens de paiement, de même que la Banque centrale, risquent d'être en difficulté et ça peut poser des problèmes. Donc cette digitalisation, c'est une transformation qui peut devenir très importante ici notamment, dans la région, avec des effets positifs, permettant à plus de personnes d'accéder à des relations monétaires, par exemple, à l'utilisation de moyens de paiement, mais en même temps poser des problèmes aux acteurs traditionnels et aussi aux autorités. Mais est-ce que cela peut avoir un impact sur l'emploi dans nos pays? Bien sûr, bien sûr. Le commerce, on le voit bien déjà. Le commerce traditionnel est impacté par le e-commerce, c'est-à-dire le commerce en ligne. Le fait que l'on puisse acheter non seulement des livres, c'est comme ça que Amazon a commencé, mais qu'on puisse acheter des vêtements, qu'on puisse acheter de la nourriture maintenant par Internet, fait que tous les petits commerces risquent d'être mis en difficulté. Alors en Europe, par exemple, il y a déjà beaucoup d'entreprises, de petits commerçants qui ont fermé à cause de ça. Ici, peut-être que c'est un peu différent pour le moment parce que je pense que les gens privilégient peut-être davantage les relations de proximité, l'économie informelle, etc. Et que peut-être pour le moment, ça va avoir moins d'impact que dans d'autres régions du monde, mais tôt ou tard, il y aura des effets, et notamment sur l'emploi. Est-ce que dans le long terme, le digital peut avoir des conséquences sur le commerce informel dans nos pays, où la plupart des commerçants sont justement dans l'informel? Probablement. Je ne peux pas répondre à cette question parce que vous savez, c'est une révolution qui est en cours. Et donc, il est difficile de mesurer son impact, surtout que les différentes régions du monde sont très différentes. Et donc, on ne peut pas comparer ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, où c'est vraiment là qu'a commencé la digitalisation, avec ce qui se passe en Europe, voire même en Chine, et puis ce qui se passe aussi, ou ce qui se passera ici. C'est des choses qui vont arriver, peut-être pas exactement avec les mêmes conséquences, parce que nos régions, nos cultures, nos modes de consommation sont différentes. Mais ce qu'on peut penser, ce qu'on peut dire raisonnablement, c'est qu'il y aura certainement un impact important. Vous arrivez dans un pays, au Sénégal, dans la zone, oui. la CFA, où on parle de plus en plus de réforme de la monnaie Oui. du CFA proposée par les présidents africains qui disent qu'il faudrait qu'il y ait une déconnexion entre la France et les pays africains par rapport à la zone CFA. Est-ce que justement cette digitalisation dont vous parlez et ces crypto-monnaies dont vous parlez peuvent être une menace pour cette monnaie-là, le franc CFA? Oui, parce que d'une manière générale, les monnaies crypto, les crypto-monnaies, par exemple le Libra de Facebook, si elle existe, vont concurrencer les monnaies officielles. C'est-à-dire les monnaies qui sont contrôlées par la Banque centrale, qui sont émises par le système bancaire traditionnel. Et donc, si elles se développent beaucoup, ça va avoir un impact sur le secteur traditionnel. Et comme je le disais tout à l'heure, ça peut mettre en difficulté les activités traditionnelles des banques, certaines activités traditionnelles des banques. Voilà. Donc c'est un impact qui va certainement être important aussi sur le CFA, comme ça peut l'être sur l'euro ou d'autres monnaies dans le monde. Et par rapport à la réforme du CFA, avant qu'on arrive à cette crypto-monnaie, est-ce que la réforme prônée
sur le franc CFA. À votre avis, c'est une bonne réforme pour les pays africains. Est-ce qu'il est temps, parce qu'on voit de plus en plus de mouvements de jeunes un peu partout en Afrique qui ne veulent plus du CFA, qui disent que le CFA est en défaveur des pays africains qui sont dans cette zone? Alors, il y a plusieurs peut-être dimensions dans votre question. La première, c'est est-ce qu'il faut déconnecter le CFA de l'euro, par exemple? Bon. Eh bien, pourquoi pas, et moi je serais plutôt a priori favorable, parce que je pense que c'est quelque part un lien qui doit être peut-être coupé maintenant, compte tenu de l'histoire, du fait que voilà, la zone CFA, la zone notamment Afrique de l'Ouest, doit prendre son indépendance, son autonomie sur le plan monétaire, c'est souhaitable. Après, il y a une deuxième question, c'est est-ce qu'on doit remplacer le CFA par une monnaie, l'éco? Alors là, c'est une question pour laquelle je serais beaucoup plus réservé. Pourquoi? Parce que si on réfléchit en tant qu'économiste, donc avec des arguments théoriques, mais aussi quand on regarde ce qui se passe concrètement dans la zone euro, on voit que quand des pays très hétérogènes, comme des pays aussi différents que l'Allemagne par exemple et la Grèce, se mettre dans une même zone monétaire, eh bien, ça pose des problèmes d'ajustement très difficiles. Deuxièmement, quand on met en place une monnaie commune ou unique, si on se contente de faire une monnaie avec une banque centrale commune sans avoir des véritables politiques économiques communes, comme c'est le cas malheureusement dans la zone euro, eh bien, ça pose des problèmes et même ça peut conduire à l'échec. Donc, je dirais, si je me sers de l'expérience européenne, qu'il n'est peut-être pas souhaitable, ou en tout cas à court terme, peut-être que demain ça sera différent, mais au jour d'aujourd'hui, je serais conseiller ici économique des responsables, je leur dirais non, attendez que les conditions soient réunies et attention, si vous mettez ensemble des pays aussi différents que le Nigeria par exemple et le Togo dans la même zone monétaire, vous risquez d'avoir de gros problèmes d'ajustement entre ces pays-là, comme on en a en Europe entre l'Allemagne par exemple et la Grèce. Donc attention, c'est peut-être pas, c'est une solution qui doit être mise en œuvre avec beaucoup de prudence. Donc pour vous, il y a des préalables qu'il faut remplir. Exactement. Quels sont ces préalables? Ces préalables, c'est notamment de s'assurer qu'il y a un minimum de convergence entre les pays dans un certain nombre de domaines, de critères. Alors, nous avions pour la zone euro des critères de convergence sur l'inflation, par exemple, sur les taux d'intérêt et sur les rythmes de productivité, par exemple, pour avoir des niveaux d'efficacité économique comparables. Donc, ça, il faut regarder de plus près ce qui se passe dans la zone. Et puis, deuxièmement, il ne faut pas uniquement se doter d'institutions monétaires communes, comme par exemple ici vous avez la BCEAO, vous aurez demain une autre banque centrale qui s'occupera de l'éco, si c'est l'éco qui est choisi comme monnaie. Il faut aussi des politiques budgétaires, fiscales, industrielles communes. Ce que nous n'avons pas en Europe, et ce qu'il faudrait que nous ayons en Europe, et ce qu'il faudrait que vous mettiez en place ici comme préalable. Pourquoi? Parce que une politique industrielle commune, ça peut aider les pays qui sont un peu en retard en termes de productivité, en termes d'industrialisation, de rattraper et de se mettre à un niveau suffisant pour ne pas être en difficulté face à des pays qui ont peut-être un niveau de développement industriel le plus avancé. Peut-être, je ne sais pas, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple. Et donc, il faut que les pays coopèrent, se dotent d'institutions communes et de politiques communes préalablement à la mise en place d'une monnaie unique ou commune. Justement, une de vos connaissances, professeur Moustapha Kassé, estime que pour arriver à une convergence entre les pays, il faut d'abord une politique industrielle. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais à l'instant. Développer les pays, parce que la plupart des pays africains aujourd'hui de la sous-région exportent leurs matières premières brutes, donc exportent en même temps des emplois. Qu'il faudrait d'abord arriver à créer de l'emploi, industrialiser d'abord, transformer les produits sur place avant de les exporter. Tout à fait. C'est exactement ce que j'essayais de dire, c'est-à-dire avoir une politique industrielle pour faire monter en gamme et en régime les pays qui aujourd'hui se contentent d'exporter des matières premières. Le cas de la Côte d'Ivoire est intéressant. Le cas de la Côte d'Ivoire, au départ, exportait essentiellement du cacao brut et s'est mis à transformer le cacao pour avoir de la valeur ajoutée, pour être capable ensuite de gagner des marges importantes. Et bien, il faut que d'autres pays de la zone, selon leur spécialisation agricole ou en matières premières ou industrielles, montent en régime, mettent en gamme. Et ça, les politiques industrielles ambitieuses et communes peuvent permettre d'y arriver. Donc je suis complètement d'accord avec ce que dit le professeur Kassé. Nous avons une expérience
de ce type-là aussi en Europe. Prenons un exemple, la Grèce, par exemple, est un pays agricole qui produit de l'huile d'olive. Il faut savoir que les olives sont cueillies en Grèce et ensuite sont envoyées en Italie pour être transformées en huile d'olive. C'est-à-dire que la Grèce, en réalité, n'exporte pas vraiment elle-même l'huile d'olive, elle produit des olives, et l'huile d'olive grecque, en fait, est une huile d'olive dont une grande partie est produite à l'extérieur, en Italie. Donc, ce serait pareil pour d'autres pays ici, hein, qui font la production agricole. Il faut absolument qu'ils aient une agriculture plus industrialisée, plus transformée. Voilà. Est-ce que les mutations qu'on voit à travers le monde, il est préférable pour les pays africains comme le Sénégal de s'appuyer sur des PME et des PMI pour développer son économie ou bien de mettre en place de grosses industries comme certains le pensent? Alors attendez, avant de répondre à votre question, je voulais poursuivre mon idée, si vous permettez, c'est que je crois qu'il faut faire aussi, il y a un piège à éviter, c'est une trop grande ouverture extérieure si on n'est pas encore prêt à affronter la concurrence internationale. Et donc moi je pense que si l'erreur que certains pays font, ici comme ailleurs, hein, c'est de vouloir à tout prix devenir des exportateurs. Peut-être qu'il faut privilégier son marché intérieur, satisfaire d'abord les besoins locaux, et puis ensuite, une fois qu'on a une base domestique solide, ensuite se mettre à exporter. Et donc ça, c'est, je crois, une condition aussi, peut-être, enfin, un élément à prendre en compte dans la politique économique, si vous voulez. C'est dans ce sens-là qu'il faut développer les PME et les PMI localement? Alors, tout à fait. D'abord, une remarque d'ordre général. Dans tous les pays, prenons le cas de la France, prenons le cas du Sénégal, par exemple, pour comparer, le tissu, prenons le cas de l'Allemagne aussi. Le tissu des PME est l'essentiel du tissu économique. C'est eux qui créent le plus de valeur ajoutée, c'est eux qui créent le plus d'emplois, c'est elles qui créent le plus d'emplois. Et donc, quand les PME se portent bien, quand elles sont performantes, dynamiques, etc., eh bien, l'économie va bien en général. Et donc, il faut absolument qu'une priorité dans toutes nos économies, ce soit d'aider les PME à se développer dans les meilleures conditions. Or, les PME présentent des risques particuliers. Il y a une mortalité forte dans les PME, il y a un besoin de se développer qui est parfois difficile à satisfaire. Et par exemple, moi qui travaille sur les questions de finance et de banque, je sais que une des conditions pour que les PME se développent, c'est qu'elles aient accès à des financements dans des très bonnes conditions. D'accord ? Or, dans la plupart des pays, prenons la France et ici, j'ai l'impression que les PME ont des difficultés à accéder à des financements qui sont adaptés à leurs besoins. En France, c'est très clairement le cas. Ici aussi, j'ai compris en lisant des données des statistiques et des informations, des études sur le Sénégal, que seulement 10 à 15% des PME ont accès à des financements satisfaisants. Donc, la condition, c'est que les différents pays, ici ou ailleurs, en France par exemple, se dotent d'institutions financières spécialisées pour prêter aux PME. Et pour que ces institutions fonctionnent, il faut absolument que l'État soit derrière. Par exemple, que l'État donne des garanties satisfaites aux institutions qui font des prêts. Pour le cas où une PME serait en difficulté, eh bien, la banque saura qu'elle sera remboursée parce que l'État ou une structure publique, comme un fonds de garantie, aura apporté sa garantie. Ce qui fait le succès, par exemple, de pays comme l'Allemagne, et aussi, d'ailleurs, on pourrait prendre le cas du Japon, c'est qu'il y a une interpénétration, une articulation très forte entre les PME, le monde des PME, d'une part, et le monde bancaire. Et donc, en Allemagne comme au Japon, qui sont deux pays qui ont remarquablement réussi après la guerre. C'était des pays qui avaient été dévastés par la guerre, qui étaient les grands perdants de la Seconde Guerre mondiale et qui avaient des économies qui avaient été détruites pratiquement. Ces pays-là se sont reconstruits et sont devenus parmi les plus performants des pays industrialisés. Pourquoi ? Parce que notamment, leurs PME ont pu se développer dans les bonnes conditions et en particulier grâce à un système bancaire bien articulé avec le système industriel. Eh bien, dans un pays comme le Sénégal, eh bien, je pense qu'une des priorités, c'est en effet de travailler à ce que les PME puissent se financer dans les meilleures conditions. Et à ce moment-là, il y aura des résultats en termes de développement des PME, de création d'emplois, etc. Mais c'est pourquoi le secteur privé sénégalais appelle à la mutation de la Banque centrale, la BCEAO, en disant que la Banque centrale doit davantage appuyer les PME et les PMI. Ceux qui gèrent les PME et PMI se plaignent d'avoir accès à des crédits à des taux favorables. Et les taux appliqués par les banques commerciales, qui sont chapeautés par la Banque centrale, sont trop élevés. Oui, tout à fait. Alors, il y a
Aujourd'hui, dans l'idéologie actuelle, malheureusement, l'idéologie dominante, c'est la Banque centrale ne doit plus, comme elle a pu le faire dans le passé, avoir des taux d'intérêt différents selon les différents acteurs, parce qu'on croit que c'est au marché de réaliser l'allocation du capital entre les différentes économies, entre les différents secteurs, entre les différentes entreprises. Mais je crois que ça ne marche pas. Les marchés ne sont pas capables de faire ça uniquement tout seuls, en tout cas. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des taux d'intérêt différenciés avec des taux d'intérêt plus bas, plus favorables pour les secteurs jugés prioritaires et qui sont stratégiques pour l'économie. Typiquement, c'est le cas des petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce qu'on a appelé quelquefois en France dans le passé des bonifications d'intérêt, c'est-à-dire des taux d'intérêt plus bas que ceux du marché, par exemple, pour les PME. Et qui paye la différence, eh ben, c'est l'État. C'est-à-dire c'est une forme de subvention à ces entreprises pour qu'elles puissent se développer dans les meilleures conditions. Et les banques doivent appliquer justement cette politique qui est décidée par l'État. C'est-à-dire qu'elles distribuent les crédits et, à des taux plus bas et l'État, éventuellement, paye la différence entre le taux du marché et le taux auquel ces crédits sont faits. Et à ce moment-là, on aura un financement dans des bonnes conditions pour les petites et moyennes entreprises. Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous appelez la mutation des banques centrales aujourd'hui? C'est dans ce sens-là que vous appelez la mutation? Entre autres, oui, entre autres. Je pense que les banques centrales doivent revenir à une politique plus ciblée, à des politiques plus ciblées pour aider au financement de l'économie. Et donc, il faut absolument qu'il y ait, comme on dit, une sélectivité des interventions de la Banque centrale. Quand elle refinance, par exemple, des banques et qu'elle leur apporte des liquidités, eh bien, le coût qu'elle fait payer aux banques doit être différent selon que les banques ont fait des crédits à un secteur prioritaire ou pas. Parce qu'en général, quand la Banque centrale fait un refinancement, la banque doit apporter un collatéral, une garantie, et cette garantie représente le crédit qu'elle a fait. Donc si c'est un crédit à des PME, par exemple, eh bien, le taux de refinancement sera plus favorable. D'accord ? Et si c'est un crédit à un secteur qui est jugé moins prioritaire, ça sera par exemple le taux du marché. Mais il faut que la Banque centrale veille ensuite à ce que la banque répercute sur ces crédits qu'elle fait aux entreprises, par exemple aux PME, les conditions avantageuses qu'a fait la Banque centrale. Donc il faut une Banque centrale qui soit très vigilante pour veiller à ce que les secteurs prioritaires de l'économie soient vraiment financés dans les meilleures conditions. Ouais, le secteur privé sénégalais se plaint tout le temps que la Banque centrale ne joue pas ce rôle-là, effectivement, oui. Parce qu'elle ne surveille pas les banques commerciales qui appliquent des taux usuriers vis-à-vis même des particuliers et que le secteur privé est laissé à lui-même. Oui. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un adage qui dit le banquier, c'est quelqu'un de très sympathique qui vous prête un parapluie quand il y a du soleil et qui le retire quand il y a de la pluie. Qu'est-ce que veut dire cette image? Ça veut dire que quand on est dans un secteur qui est difficile, avec des PME qui ont du mal à percer, à se développer, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut les aider. C'est dans ces conditions-là. Et si les banques ne jouent pas ce rôle, on peut se demander à quoi servent-elles? Si c'est uniquement pour empocher des taux d'intérêt très élevés et proches de l'usure, comme vous le dites, eh bien elles ne jouent pas leur rôle. Le métier de banquier, c'est aussi de prendre des risques. Bien sûr, des risques mesurés. Alors, pour l'aider à prendre des risques, il faut que derrière, éventuellement, il y ait l'État ou des structures publiques qui apportent des garanties, par exemple. Mais je pense que chacun doit jouer son rôle et qu'une des fonctions d'un système bancaire qui marche bien, c'est d'assumer les risques nécessaires au bon fonctionnement de l'économie. Il y a aussi les mutuelles qui doivent aussi aider les particuliers à pouvoir financer la vente de poissons pour s'en sortir. Mais les mutuelles appliquent des taux d'intérêt aussi extrêmement onéreux. Ouais, oui, écoutez, je pense qu'elles jouent mal leur rôle si elles font ça. Parce que les mutuelles, elles ont normalement, alors ça dépend de quel type de mutuelle, mais dans l'idéologie des mutuelles, dans les valeurs que défendent les mutuelles en général, c'est d'aider l'ensemble de leurs clients et de leurs membres, de leurs sociétaires, parce que souvent ce sont des coopératives aussi, de les aider à se développer dans des bonnes conditions. Donc si on prélève des taux d'intérêt trop élevés, ceci est contraire à l'esprit, parce que je conçois comme étant l'esprit mutualiste. Vous êtes dans un pays où on parle de plus en plus de gaz et de pétrole au Sénégal, qui a pu trouver des ressources. En 2023, les premiers barils de pétrole du Sénégal seront sur le marché international. Oui. Est-ce que c'est un facteur comparatif du Sénégal vis-à-vis des autres pays, ou est-ce que le Sénégal doit faire attention par rapport à la gestion de ce pétrole-là pour éviter de tomber dans le piège que d'autres pays ont
ont vécu? Moi, je suis écologiste de tempérament et de conviction. Et donc, j'aurais tendance à penser qu'il faut absolument que les pays, que ce soit le Sénégal, que ce soit la France, l'Allemagne et les États-Unis, etc., fassent très attention au type d'énergie qu'ils exploitent ou qu'ils utilisent. Et donc, je pense que l'idéal serait que le Sénégal, mais c'est vrai aussi pour mon pays, la France, se tourne au maximum vers les énergies renouvelables. Quand il y a en plus une dotation assez bonne ici, par exemple sur le solaire ou bien sur l'éolien, je pense que c'est très important que le Sénégal consacre une part importante de son effort pour s'équiper sur le plan de l'énergie aux énergies renouvelables. Et je crois que c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase critique dans le monde où nous émettons, quand je dis nous, c'est tout le monde, la population mondiale, nous émettons beaucoup trop de CO2. Alors bien sûr, les Américains ou les Européens émettent beaucoup plus que les Africains, ça c'est certain. Mais il faut que globalement, nous fassions un effort collectif pour réduire les émissions de CO2. Donc si on exploite plus de pétrole, je pense que c'est pas forcément l'idéal. Alors en plus, je pense qu'il y a un risque pour l'avenir. C'est-à-dire qu'avec la crise énergétique, ou plutôt la crise climatique, un scénario possible, c'est qu'à un moment donné, on soit vraiment, quand je dis on collectivement, on soit obligé de réduire considérablement l'utilisation des énergies fossiles et notamment du pétrole. Le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental sur l'environnement, est arrivé avec une conclusion très forte, qui est de dire que si on veut rester en dessous de 2 degrés de réchauffement climatique en 2050, il faut absolument laisser 80% des énergies fossiles qui sont actuellement dans les sous-sols de la Terre, les laisser, ne pas les exploiter. Ça veut dire que si on impose, enfin si on arrive à cela, beaucoup de gisements pétroliers, de gaz vont perdre de leur valeur parce qu'on considérera qu'on ne peut pas les exploiter autrement, sauf à prendre trop de risques pour le climat. Et donc, il y a ce qu'on appelle les phénomènes en anglais de stranded assets, c'est-à-dire les actifs échoués. C'est-à-dire c'est les actifs qui aujourd'hui ont de la valeur, par exemple les actifs pétroliers, par exemple vos gisements de pétrole actuellement du Sénégal, mais peut-être que dans 10 ans ou 20 ans, ils vont s'effondrer parce qu'on considérera qu'il faut abandonner ce type d'énergie pour absolument éviter la catastrophe climatique. Mais est-ce que cet argument passe dans un pays qui a besoin de ressources, qui a besoin de se développer, de s'en sortir, qui a beaucoup de priorités comme le Sénégal, qui a besoin d'argent pour développer son pays? Certains disent que cet argument écologiste, c'est pour empêcher les pays du Sud de se développer. Oui, j'entends cet argument qui est, que je comprends et que j'accepte, c'est-à-dire que surtout venant de pays riches comme le mien, disant aux pays africains, arrêtez, alors que nous, on a utilisé du pétrole et du gaz pendant des années, leur dire, vous n'avez pas le droit, c'est quelque chose qui est une forme d'injustice. Par contre, je pense que la bonne politique, c'est d'aider, de trouver des financements internationaux pour aider les pays comme le Sénégal ou d'autres à mettre en place des énergies renouvelables pour que ceux-ci puissent se développer normalement, sans être gênés par le manque d'énergie. Mais je pense que c'est un mauvais calcul pour tout le monde que de croire que le salut viendra dans l'exploitation de futures énergies fossiles, parce que c'est un problème pour la planète, quoi. Avec Donald Trump qui décide aujourd'hui, lui, de sortir de l'accord sur le climat. Oui, avec Trump ou avec aussi ce qui se passe au Brésil. Je constate qu'il y a des grands pays qui disent, mais ce n'est pas parce qu'ils le font que je pense que leur position est inacceptable. Et ce n'est pas parce qu'ils le font qu'on ne doit pas, nous, les autres pays, faire attention à empêcher au maximum l'utilisation des énergies fossiles. Je pense que c'est un vrai souci pour la planète. Et on ne peut que déplorer, évidemment, ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. L'économie dont on parle depuis le début de cette émission, c'est une économie inventée par d'autres, qui n'est pas inclusive. Les pays africains aujourd'hui veulent que les recherches se fassent en endogène, avec les propres visions, leur propre économie. Peut-être la valeur d'un franc CFA ou d'un objet, pour un Africain, pour un Sénégalais, ne peut pas être peut-être la même valeur qu'un Français. Comment aujourd'hui développer cette recherche dans nos pays pour permettre qu'il y ait une authenticité de la recherche? Exactement. Et là, je suis complètement d'accord. J'ai participé hier à
un séminaire organisé par l'ISF, l'Institut supérieur de finances de Dakar, justement sur l'état de la recherche, les perspectives de recherche dans la région. Et justement, c'est une des conclusions à laquelle nous sommes arrivés, et je suis complètement d'accord. Je pense que c'est aux Africains de prendre en main eux-mêmes leur recherche, notamment dans les sciences sociales et en économie en particulier, pour développer les programmes de recherche qui correspondent vraiment à leurs besoins et aussi à leur attitude, à leurs priorités. Et par exemple, la question de l'inclusivité me paraît tout à fait essentielle. Et je respecte, et je suis, en tant que Français, je suis prêt aussi à y travailler parce que ça me paraît être véritablement un choix tout à fait légitime et important. Oui, il est de plus en plus question d'inclusion financière des populations les plus démunies. Exactement. Mais le problème fondamental, c'est que sur le plan international, il y a la mondialisation qui enserre ces pays africains. Oui, exactement. Ben, c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, il faut faire attention à ne pas trop s'ouvrir à la mondialisation parce qu'elle pose des problèmes, c'est un obstacle pour certains pays à leur développement. Aujourd'hui, par exemple, regardez ce qui se passe. Il y a eu pendant 20 ans, les 20 dernières années, depuis la fin des années 90 jusqu'à maintenant, une tendance à considérer que la mondialisation, c'était la solution. Et il y a des pays comme la Chine qui se sont brûlés les doigts avec ça, parce que eux, ils ont développé énormément leurs exportations, leur croissance extraordinairement rapide était tirée par les exportations grâce au développement, enfin à la consommation des États-Unis, de l'Europe, etc. Et on voit aujourd'hui qu'ils sont en difficulté, en tout cas leur croissance est effondrée, parce qu'il y a un ralentissement de la demande, de la croissance, de la consommation aux États-Unis, en Europe, etc. Les Chinois, ils commencent à se dire qu'il faut qu'ils aient un développement plus auto-centré, tourné vers le marché domestique. Et je pense que c'est vrai, je prends l'exemple de la Chine, mais je pense que c'est vrai pour d'autres régions du monde ici. C'est pour ça que je pense que les expériences régionales comme la vôtre sont des expériences intéressantes. C'est-à-dire qu'on peut s'ouvrir, mais d'abord s'ouvrir à ses voisins, aux pays qui sont proches géographiquement et aux pays aussi qui ont des structures économiques proches, plutôt que de s'ouvrir à d'autres régions du monde. C'est pour ça que, par exemple, en tant qu'économiste, et aussi vous avez dit que j'étais membre d'Attac et des économistes atterrés, nous sommes très réservés, très critiques à l'égard des accords de libre-échange, qui sont des accords qui développent tous azimuts les échanges commerciaux entre des pays très différents. Je pense qu'il vaut mieux que les échanges commerciaux se développent d'abord, en priorité, dans des régions. Donc, nous, les Européens, par exemple, on commerce entre nous. Eh bien, vous, les Africains, vous devez, dans la sous-région ou la région, commercer entre vous d'abord et ne pas chercher à développer, à jouer la mondialisation, c'est-à-dire à chercher à faire des échanges avec d'autres régions du monde très différentes et très éloignées. Oui, mais il y a l'Union africaine qui lance la ZLECA. Oui, et alors ? La zone de libre-échange entre pays africains. Oui. Est-ce que c'est une solution par rapport aux échanges entre pays africains ? Et vous disiez tantôt que dans l'Union européenne, il y a une disparité entre les pays. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, cette même situation ne peut pas se retrouver dans la ZLECA ? Oui, si. Ben, justement, c'est pour ça qu'il faut essayer dans la mesure du possible, parce qu'il y a des considérations économiques, mais aussi des considérations politiques. Hein. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'échanger au maximum entre des pays qui sont à peu près de niveau de développement et de productivité à peu près similaires. Parce que si vous échangez avec des pays qui ont un avantage technologique, par exemple, ou une productivité nettement meilleure, vous êtes perdant. Donc l'idée, c'est d'arriver à développer en priorité les échanges avec les pays qui sont proches géographiquement et aussi qui ont des structures économiques pas trop éloignées. Voilà. Est-ce que la zone de la CEDEAO, qui est un marché intérieur de 300 millions de consommateurs, est une solution par rapport à ça ? Je pense que ça peut être une solution intéressante, oui. Je pense. Je pense que c'est important de privilégier les relations entre ces pays-là avant d'aller s'allier, par exemple, l'échanger avec le Nigeria ou d'aller avec l'Afrique du Sud, faire des échanges. Même peut-être que ce sera bien demain, mais aujourd'hui, ça ne me semble pas être la priorité. Vous êtes dans une zone où on parle d'économie, mais il y a aussi des défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina Faso, qui est à la frontière du Sénégal. Je disais que les considérations politiques sont aussi importantes. Il n'y a pas que des considérations économiques, c'est-à-dire de regarder les structures économiques des pays, mais c'est de voir aussi les intérêts politiques que les pays peuvent avoir ensemble pour se défendre, par exemple, contre des agressions extérieures ou pour essayer de développer les mêmes valeurs politiques. Voilà. Donc je crois que ça fait partie du... Est-ce qu'à votre avis, la situation sécuritaire dans la sous-région peut être une menace pour
toute la région d'Afrique de l'Ouest concernant les djihadistes qui sont installés au Mali un peu partout, où pratiquement il n'y a plus d'État au nord Mali, au Burkina Faso qui est un pays stable qui est en train de sombrer. Oui, dès qu'il y a une déstabilisation politique, qu'elle soit d'origine militaire ou autre, ou liée à du terrorisme, etc., peut avoir un impact négatif évidemment sur l'activité économique. Donc l'idée c'est d'arriver à trouver des solutions à retrouver une stabilité politique. Mais en même temps, il faut comprendre quelle est la cause profonde du terrorisme. Et quelquefois, il peut y avoir des causes économiques, il peut y avoir des causes politiques ou religieuses, que sais-je, mais il faut essayer de comprendre d'où vient cette instabilité politique et militaire et essayer de trouver les raisons pour lesquelles on peut arriver à stabiliser les économies. Et en général, c'est vrai que l'union fait la force et que donc les pays ont intérêt à coopérer pour se défendre mutuellement contre des agressions extérieures. On avait parlé tantôt du CFA, de son importance pour les pays aujourd'hui africains qui sont dans cette zone-là. Même on parle de réforme de ce franc CFA, de la réforme de ce franc CFA, qui aujourd'hui, certains sont dubitatifs par rapport à cette réforme qui est prônée par les chefs d'État africains. Est-ce que le franc CFA, à votre avis, est une monnaie de stabilité ou est-ce qu'il faut aller vers des changements notables? D'abord, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. Je suis spécialiste des questions d'unification monétaire en Europe, mais beaucoup moins ici. Et deuxièmement, je ne suis pas dans la tête des chefs d'État. Mais ce que j'ai lu des articles, j'ai quand même lu la presse ici, et j'ai cru comprendre en lisant les médias, et quelquefois en lisant un peu entre les lignes, que les chefs d'État disent « on va faire les réformes, on va aller vers l'éco », mais en fait, ils n'y croient pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on repousse les échéances, parce qu'on se rend compte que les conditions ne sont pas réunies. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, je prônerais la prudence, personnellement, en tant qu'économiste européen, je prônerais la prudence pour la mise en place de quelles réformes parle-t-on? S'il s'agit de mettre en place des politiques communes, par exemple dans le domaine industriel, ou dans le domaine de la coopération technologique, par exemple pour ensemble progresser, faire de la recherche et développement, par exemple pour les énergies renouvelables adaptées à la région, ça, je trouve que ces réformes-là, si c'est ça, c'est une très bonne chose et il faut aller le plus vite possible. Mais si c'est des réformes qui ont pour objectif de trouver à tout prix des gains de productivité en dégradant les conditions de travail, comme on l'a fait par exemple en Europe, avec la libéralisation du marché du travail, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je pense que du coup, ça se traduira par une plus grande précarité des travailleurs ici, comme on le voit en Europe. Ça peut donner des bons résultats économiques pour des entreprises qui en profitent, mais pour la majorité de la population, ce n'est pas forcément une bonne chose, au contraire. En Allemagne, par exemple, il y a eu des réformes très importantes qui ont été mises en œuvre au début des années 2000 par M. Schröder, qui était à l'époque le chancelier, qui ont donné d'excellents résultats pour les entreprises les plus performantes en Allemagne, en termes de compétitivité, mais ça a dégradé considérablement les relations sociales. Il y a une grande pauvreté qui s'est développée en Allemagne, des inégalités. Bon. Donc, il faut faire un choix, c'est un choix politique. Est-ce qu'on veut absolument privilégier une efficacité économique au détriment d'autres objectifs, comme par exemple les relations sociales, la qualité du travail, la qualité des conditions de travail? C'est un choix. Je pense que c'est un choix politique. Vous avez Travail Attaque, qui est une organisation qui défend les travailleurs. Voilà. Dans nos pays aujourd'hui, au Sénégal, les gens estiment que les entreprises françaises ont une mainmise sur l'économie sénégalaise. Ah oui, complètement. Où ça montre que les Sénégalais n'arrivent pas aujourd'hui à s'en sortir, à créer de l'emploi, et que les banques qui sont au Sénégal, c'est des banques aussi d'obédience française qui financent les entreprises françaises. Tout à fait. Est-ce qu'il faut faire une réforme justement par rapport à ça pour permettre aux Sénégalais authentiques qui sont là, de façon endogène, de s'en sortir? Tout à fait. Je pense qu'il n'est pas normal que dans n'importe quel pays, l'essentiel, par exemple, du monde bancaire, de la finance, soit contrôlé par des grands groupes internationaux qui sont dominés dont le siège social est dans les pays étrangers, des multinationales. Je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Il faut donc absolument qu'il y ait un développement endogène qui soit conditionné par l'action principalement des acteurs locaux, c'est-à-dire que ce soit des banques ou que ce soit des entreprises. Il faut donc retrouver une certaine maîtrise, une autonomie de la politique.
Et donc, en effet, c'est quelque chose. C'est pas parce que je suis français que je vais défendre les grandes banques françaises qui sont présentes ici et qui vont dominer l'économie locale, parce que ça peut se faire au détriment d'autres banques ou d'autres acteurs locaux. Donc, justement, comment faire pour accompagner les acteurs locaux? Est-ce que c'est l'État qui doit impulser des réformes pour mettre plus en avant les acteurs locaux, les soutenir, les accompagner? L'État a un rôle certainement très important à jouer. L'État est là pour défendre l'intérêt général et en particulier défendre l'intérêt des populations qui sont les plus fragiles. Et donc, c'est dans les fonctions de l'État de promouvoir un développement endogène, auto-centré, donc pas trop ouvert sur l'extérieur, et d'éviter qu'il y ait une mainmise, un contrôle de l'économie par des entreprises extérieures qui ont une vision purement financière et capitaliste. C'est-à-dire, elles sont là pour faire le maximum de profit. Leur objectif n'est pas nécessairement d'impulser un développement important localement. Donc, c'est un choix politique. On a connu la même chose en Europe. Quand, vous savez, quand le rideau de fer est tombé en Europe, le mur de Berlin est tombé en 1989. Les pays qui étaient derrière le rideau de fer, comme les grands pays, je prends les plus grands d'entre eux, la Pologne et la Hongrie, ont vu tout leur système bancaire racheté par des banques allemandes ou des banques françaises. À l'époque, moi, j'avais trouvé que c'était anormal. Donc, parce qu'ils ont perdu en partie le contrôle de leur économie. Donc, je crois qu'il est essentiel que les économies de la région aient un contrôle sur leur propre mode de développement et que donc, elles aient leurs propres institutions financières et que le gouvernement soit à leur côté, évidemment. Est-ce que les États aujourd'hui, africains ou sénégalais, peuvent aller dans ce sens-là au moment où ils sont dans le système d'endettement, où ils sont chez les FMI, la Banque mondiale, qui décident justement des plans qui sont appliqués sur place? Il y a des cas dans l'histoire, notamment l'histoire actuelle, où il y a des pays qui refusent d'appliquer les plans ou les exigences du Fonds monétaire international. Mais il faut avoir des moyens pour refuser. Il faut avoir les moyens, mais il faut aussi avoir la volonté politique. Je regarde ce qui s'est passé par exemple en Argentine. L'Argentine a connu une crise extraordinairement importante ces dernières années parce qu'elle a appliqué une politique que nous appelons des politiques néolibérales, très dures, d'austérité, pour rétablir l'équilibre, et notamment sous l'égide du Fonds monétaire international. Parce que le marchandage du Fonds monétaire, c'est je vous prête, mais vous appliquez un plan d'ajustement structurel. Eh bien, le président Macri, qui défendait cette politique, a perdu les élections, tant mieux. Et maintenant, c'est un président Fernandez qui a refusé ces jours-ci de recevoir du financement supplémentaire de la part du Fonds monétaire international en disant on va mener notre politique nous-mêmes. Donc je sais que c'est très difficile de faire ça, mais je pense que nous, ATTAC, depuis le début, on critique les politiques recommandées par le Fonds monétaire international et on dit il faut absolument que les pays décident de mener leur propre politique et refusent qu'on leur impose des politiques qui sont très dangereuses et très coûteuses, socialement en particulier. Ici au Sénégal, la semaine prochaine, l'FMI sera là avec la directrice pour parler justement de la soutenabilité de la dette. Le Sénégal dit que nous empruntons sur le marché international à un taux de 50 et quelques %, donc on est encore dans les convergences de l'UEMOA qui sont de 75%. Est-ce que la présence des FMI et de la Banque mondiale dans ces programmes des États africains et sénégalais est une bonne chose? Je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas le dossier avec précision. Je pense qu'un pays doit avoir la maîtrise de sa dette. Je pense qu'il doit en particulier en permanence gérer sa dette, notamment être amené parfois à la restructurer, c'est-à-dire à négocier avec ses créanciers pour allonger les échéances, pour réduire certains taux d'intérêt et voire même pour annuler une certaine partie de la dette qui est jugée anormale, excessive. Bon, certains économistes parlent d'une dette illégitime. Donc moi je pense qu'il faut avoir une position très forte sur la gestion de la dette et on ne doit pas se laisser disons, dominer par des institutions qui souvent défendent d'abord les créanciers. Parce que quand il y a une dette, il y a à la fois des créanciers et des débiteurs. Je ne suis pas sûr que la position du Fonds monétaire international ne soit pas, la plupart du temps, du côté des créanciers, plus que du côté des débiteurs. Et donc, c'est pour ça que nous sommes très critiques à l'égard du Fonds monétaire international. Donc, je pense que le rôle des citoyens, des économistes d'un pays, par exemple, c'est de dire attention, nous pouvons discuter avec le Fonds monétaire, il n'y a pas de problème, mais attention que le Fonds monétaire prenne en compte les intérêts des débiteurs et autant que des créanciers, qu'il y a un équilibre. Or, souvent, ce n'est pas le cas. Oui, parce que l'FMI est souvent accusé d'accompagner ceux qui prêtent de l'argent. Exactement. Et donc ça, c'est pas satisfaisant.
Et donc, il est normal qu'on critique, quand on est un citoyen d'un pays qui est endetté, on critique la position du Fonds monétaire. En Europe, on a eu la même chose. On a eu une crise de la dette très importante. Il y a eu des pays, on parle de la Grèce, mais il y a eu aussi l'Italie, le Portugal, qui ont connu des difficultés importantes. Eh bien, nous avons critiqué, nous, économistes, citoyens, je suis économiste atterré, par exemple, eh bien, on a critiqué les politiques qui étaient recommandées par le Fonds monétaire et aussi d'ailleurs par la Commission européenne, qui étaient à peu près souvent le même genre de politique. Est-ce que ces pays africains comme le Sénégal ne sont pas dans une situation où ils doivent emprunter aux banques et ces banques-là, il faut qu'ils aient la caution des FMI pour qu'ils puissent emprunter? Et s'ils n'empruntent pas, ils ne peuvent pas fonctionner. Non, je crois la quadrature du cercle. Oui, c'est la quadrature. On peut considérer que quand on s'est mis dans ce cercle vicieux, évidemment, on peut dire que c'est fichu et que c'est la quadrature du cercle. Mais on peut imaginer très bien qu'un pays, à un moment donné, dit nous, il y a halte là, ces conditions ne nous paraissent pas satisfaisantes et on va négocier autrement. Alors c'est là qu'aussi la notion de solidarité peut être intéressante entre les pays de la région. C'est-à-dire que le Sénégal n'est pas le seul à être endetté, même si d'ailleurs il est plutôt moins endetté que d'autres pays voisins. C'est aussi l'union fait la force. L'union, la région, les politiques communes pourraient être aussi des politiques pour gérer d'une manière commune la dette et créer un rapport de force plus favorable à l'égard des institutions internationales, par exemple, ou des grandes banques internationales. Je pense que ça fait partie aussi de l'intérêt qu'il peut y avoir à coopérer au niveau régional. Voilà, merci infiniment à M. Dominique Plion. Je rappelle que vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, l'Université d'État de New York, PhD, et que vous êtes agrégé de l'économie française. Vous êtes professeur émérite en sciences économiques à l'Université Paris-Nord. Vous avez dirigé un master banque finance, gestion des risques, et vous êtes membre du Centre d'économie de Paris-Nord, attaché au CNRS. Vous avez été directeur de l'école doctorale Erasmus en sciences humaines et sociales, et vous avez été ici membre consultant auprès de la commission bancaire de 1995-98 en France, et membre du conseil d'analyse économique, rattaché au Premier ministre français de 2001 à 2024. Vous êtes aussi membre du conseil scientifique d'attaque et du réseau des économistes atterrés. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV et de iRadio. Merci d'avoir été avec nous, de parler avec nous de ces questions importantes. Je rappelle que vous êtes au Sénégal aussi pour donner des cours au niveau de l'ISF, l'Institut des sciences et des finances de Dakar. Merci à toute l'équipe économique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Et merci de m'avoir accueilli dans votre émission.